En quelques décennies, Superman au cinéma a pris beaucoup de muscles. Mais il a aussi perdu ses couleurs, à tel point qu'on ne distingue presque plus le slip rouge qu'il porte par-dessus son costume bleu. Pareil du côté des séries. On dirait que les personnages de la série Ozark n'ont pas vu le soleil depuis des années. Sur les réseaux sociaux, certains ont même baptisé cette tendance « couleur boue ». En fait, on pourrait presque dater un film à partir de ces couleurs. Mais vous êtes tout décoloré. Quoi? Décoloré? J'ai vu passer le terme de patine monocorde. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de blockbusters qui témoigne d'un affadissement en fait, de l'esthétique de ces films. Mais pourquoi les couleurs ont disparu au cinéma ? En fait, cette tendance aux couleurs ternes n'est pas tout à fait nouvelle. Elle date du tournant des années 2000 avec un événement qui a changé la face du monde. Le 11 septembre 2001 a profondément marqué l'industrie du cinéma avec ses images de gravats et de poussière grise qui hantent les films des années 2000. Le cinéma américain a développé des sujets et donc adopté des tonalités plus sombres au niveau de l'image pour se donner un sérieux, pour couper aussi avec tout ce qui était années 80 et 90, qui était un cinéma américain tourné vers l'action ou l'enfance, la nostalgie. Donc il y avait du cinéma coloré d'un côté et des cinémas avec des personnages en couleur interprétés par Schwarzenegger ou Bruce Willis. You're driving with no hands! I think it's easy if you practice a lot and never ever do it in heavy traffic. Donc, il y a eu Spielberg qui a fait ce genre de film dans les années 2000, c'est sa trilogie avec Minority Report. Il y a eu La Guerre des Mondes et Munich, donc qui étaient des films avec une esthétique très grise. Il y avait aussi Nolan qui arrivait après, qui a fait The Dark Knight, où carrément il y a une scène de prise d'otage qui rappelle les attentats dès l'introduction. Après le 11 septembre, le cinéma aurait donc perdu cette insouciance qui caractérisait les années 1990. Il aurait évolué vers quelque chose de plus réaliste et de plus adulte. C'est particulièrement vrai dans un genre de film qui explose à cette époque, le film de super-héros. Les films de super-héros à une époque étaient très proches des comics qui étaient dessinés avec beaucoup de couleurs. C'est à partir notamment de Matrix, qui est une forme de film de super-héros en réalité, mais aussi des films qui ont suivi. Les X-Men de Bryan Singer, par exemple, étaient des films qui étaient déjà dans une forme de colorimétrie tirée vers le bas, ce qui permettait en fait de croire en leur existence cinématographique et de pas simplement les voir comme cette espèce d'icônes bédéiques projetées dans le médium filmique. C'est aussi des films qui se vendent sur un traitement de plus en plus sombre. Le dernier Batman, c'est exactement ça. I'm vengeance. Si les films sont plus ternes, c'est aussi à cause de leur montage de plus en plus rythmé. Au début des années 2000, certains réalisateurs comme Michael Bay ou Tony Scott s'illustrent avec un montage frénétique dans l'action. L'ultra-montage de ces films des années 2000 paraît ne pas pouvoir cohabiter avec des colorimétries très fortes, très accentuées, des couleurs très, très saturées, parce que l'œil, à chaque plan, doit s'habituer à une couleur. Et si on avait des couleurs extrêmement saturées dans des films comme ça, très, très découpés, l'œil serait sans doute constamment sollicité pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, alors que si on a une sorte de lissage de la couleur de manière générale, il est plus facile d'opter pour des montages comme ça, assez découpés, assez syncopés, assez cut. Lisser les couleurs pour éviter un effet stroboscopique et une crise d'épilepsie, c'est gentil de penser aux spectateurs. Mais les années 2000 correspondent aussi à une révolution technique qui bouleverse le cinéma et la façon de filmer, le numérique. En fait, les caméras numériques changent complètement la manière de travailler des étalonneurs, les techniciens chargés d'homogénéiser la couleur des films en post-production. Avant, avec la pellicule, les étalonneurs retravaillaient les couleurs de l'image plan par plan. Avec le numérique, c'est un peu différent. Il y a dans ces caméras des systèmes de captation, de capteurs en fait, de couleurs qui sont extrêmement sensibles, mais surtout qui permettent tout simplement de capter des informations lumineuses de façon la plus neutre possible, en fait. C'est-à-dire de régler la caméra de manière à ce que les informations qui soient captées ne soient pas justement trop saturées en couleurs. Et cette captation un peu neutre, ce qu'on appelle le fichier RAW dans les caméras numériques, va permettre en fait par la suite en post-production de gérer ou de concevoir la couleur différemment. Pour faire simple, on capte une image très pâle sur notre caméra et on applique un filtre préétabli pour redonner une couleur harmonisée. L'un des films pionniers de cette technique, c'est O Brother des frères Coen, sorti en 2000. Le long métrage repose sur une correction colorimétrique pensée sur l'ensemble du film pour donner à l'image une couleur jaune un peu comme du foin séché, alors que le film a été tourné dans la verdure luxuriante du Mississippi.
Mais si les images sont devenues ternes au cinéma, c'est aussi à cause de l'influence de la publicité. Au début des années 2000, tout le monde se met à travailler avec ces fichiers RAW un peu ternes. Dans les agences de pub, il a fallu un long temps d'adaptation pour que les étalonneurs parviennent à traiter ces images brutes pour leur redonner leur éclat. Et c'est ça qui a en fait créé involontairement une esthétique un peu pâle. Les directeurs artistiques s'étaient tellement habitués à cet effet terne, ils ne souhaitaient pas poser un contraste normal et s'étaient mis à apprécier ces tons pastels. Donc on a eu pendant plusieurs années, et ça peut encore perdurer, cette mode des pubs qui était plutôt fade, mais pastel. Et ça s'est aussi répercuté dans les films. Cette couleur terne et sombre a aussi un avantage bien pratique pour le réalisateur: dissimuler les petits défauts de l'image, notamment les incrustations et les trucages. C'était beaucoup plus facile de placer des effets spéciaux pour qu'ils soient moins remarqués, beaucoup plus crédibles, dans de la pénombre et sous la pluie qu'en plein soleil. Maintenant, je comprends mieux pourquoi le T-Rex de Jurassic Park apparaît dans la nuit sous une pluie battante, ou pourquoi la bataille de Winterfell dans Game of Thrones se déroule dans la nuit noire. D'ailleurs, en parlant de cet épisode, beaucoup de spectateurs s'étaient plaints à l'époque que l'image était si sombre qu'on n'y voyait pas grand-chose. Mais si les images paraissent ternes et sombres, c'est aussi à cause de nos écrans qui ne sont pas toujours adaptés. Vous comme moi, on regarde de plus en plus les films chez nous sur un écran d'ordinateur, voire sur un smartphone. Si vous regardez un film prévu pour du HDR, High Dynamic Range, sur un écran standard, forcément ça risque de vous paraître un peu fade. Mais s'il existe des contre-exemples de réalisateurs qui continuent à tourner à la pellicule pour conserver un éclat vivace, le numérique a définitivement changé notre perception des couleurs. So don't be afraid.